Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, le journaliste que vous êtes a passé des années à observer et à raconter quelques-unes des tragédies de notre monde. Vous devenez aujourd'hui l'auteur d'une comédie qui ne se déroule pas sur notre planète, mais sous terre, après notre départ. Bonjour Patrick Menet. Bonjour. Alors, on va tout à l'heure évoquer Appelez-moi Albert, votre première comédie, mais on va évoquer surtout, c'est le principe des clés d'une vie, votre parcours à travers des dates clés, puisque vous avez un parcours tout à fait différent de ce que vous faites aujourd'hui. Exactement, très différent. Alors, on va l'évoquer avec des dates clés, et la première que j'ai trouvée, c'est le 12 juin 1973, les prémices de votre premier grand dossier de journaliste, et on va l'évoquer à travers une chanson. Ô jeunes femmes qui descendiez sur Besançon cette année-là vers le mois d'août en portant comme Jacques Bertin, qui était journaliste devenu chanteur, qui a fait à Besançon et qui évoque l'affaire Lippe, qui a été votre premier grand dossier quand vous êtes rentré à l'AFP, Patrick Menet. L'affaire Lippe, c'est une affaire extraordinaire. C'est un souvenir humain et journalistique extraordinaire. Et puis également, c'est un moment clé de ma vie. Parce qu'en fait, si vous voulez, au départ, moi, je n'ai pas fait de grande école de journalisme. J'étais un provincial, j'avais pas de relations, j'ai pas été très très bon dans mes études. Et puis, je me suis retrouvé au bureau de l'AFP à Dijon, un bureau que personne ne visait véritablement. Et là, j'avais 7 départements. Et un jour on m'a dit écoute, il y a une grève à Besançon, à l'usine Lippe, qui était un peu la Rolls des montres à l'époque, une grève. Bon, j'y suis allé. Et puis, je pensais y rester un week-end. Je suis resté plus d'1 an. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Alors, c'est une affaire extraordinaire. C'est-à-dire que finalement, je pense on n'était pas très loin des vacances d'été, je pense. Ou en tout cas certains congés. On était au mois de juin, oui. Au mois de juin, il n'y a pas de gros candidats à Paris parmi les journalistes pour aller à Besançon. Et quand je suis arrivé sur place, d'abord le choc, c'est-à-dire qu'une grève dans une usine, en général, il y a des banderoles, c'est pas très drôle, etc. Là, c'était très ouvert à tout le monde, avec des syndicalistes très très ouverts, très souriants, avec beaucoup de jeunes femmes. Il y avait vraiment dans cette usine où il y avait, je crois, 1000 salariés, il y avait peut-être 900 jeunes femmes. Et j'ai demandé à voir le responsable. Et le responsable, c'était Charles Piaget, qui était vraiment un personnage, un syndicaliste très ouvert. Et à chaque fois, on me disait il faut voir Charles, et qui avait un charisme incroyable. C'était le responsable de la CFDT. Et pendant 1 an, je suis resté parce que tous les jours, il se passait quelque chose, non pas le Grès Lafayette, mais chez Lippe. Il y avait toujours une invention, c'est-à-dire que le grand génie de ces syndicats et de ces ouvriers, c'est qu'en fait, ils ont occupé l'usine, mais ils ont continué à faire marcher, à faire fonctionner. Ils ont fabriqué des montres. Ils ont fait de l'autogestion. De l'autogestion, vraiment, et ça a duré 1 an. Alors, je crois que ça a commencé parce qu'un jour, dans une réunion syndicale, un syndicaliste a dérobé la serviette, le cartable d'un administrateur, et dedans, il a vu qu'il y avait 480 licenciements. Exactement. Voilà, ça partit comme ça. Et c'est devenu une affaire d'État. C'est devenu une affaire d'État, une affaire nationale. Et d'un point de vue journalistique, ça m'a permis de me faire connaître, de signer et d'avoir tout de suite un grand réseau parmi les journalistes. Oui, parce que vous étiez le feuilletoniste de l'histoire. Voilà, et j'étais le petit provincial journaliste qui, d'un seul coup, faisait la une des journaux et des télévisions, des radios. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Oui, Pierre Messmer a déclaré « Lippe, c'est fini un jour ». Et je crois que Fred Lippe était déjà parti. Fred Lippe, qui était un personnage incroyable, qui était le patron, qui avait inventé la montre qu'on ne remonte plus, et il était tellement doué pour le marketing qu'il avait eu l'idée d'offrir en 1952 une montre pour Noël au général de Gaulle, et cette montre, le général de Gaulle l'a portée pendant des années, elle est sur des photos. Et elle est toujours fabriquée aujourd'hui. Extraordinaire. Par Lippe. Alors, vous êtes né pas loin de Dijon, d'ailleurs, en Côte d'Or, un petit village qui s'appelle Corsin. C'est tout petit. Tout petit, c'est tout petit, je suis né dans une école. Oui. Parce que vos parents étaient directeurs d'école. Mes parents étaient instituteurs, mais ils étaient seuls dans cette école. Et je suis né donc dans l'école, au premier étage. Voilà, c'était un signe. Avec papa et maman comme professeurs plus tard. Avec papa et maman qui étaient des instituteurs typiques de l'époque, qui a fait de la résistance. J'en parle toujours avec émotion. Et mon père était un instituteur donc laïque qui défendait la laïcité. Voilà. Et en même temps, avoir maman comme professeur, c'est pas toujours facile pour un enfant, Patrick Menet. Alors c'est ma maman qui m'a appris à écrire, et jusqu'effectivement en 6e, c'est mes parents qui ont fait mon éducation scolaire. Et ensuite vous êtes allé, Patrick Menet, au lycée Carnot de Dijon, où il y a eu quand même comme professeur Henri Miller et Paul Guth. Exactement. Et ça c'est autre chose, ça vous a permis d'avancer un petit peu. Vous n'étiez pas un excellent élève non plus. Alors
Écoutez, pour situer un peu mon niveau, j'étais dans une classe, et c'est un ami qui me l'a récemment rappelé, où on était 17 redoublants à l'époque. Quand même. Oui, 17 redoublants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cet ami m'a dit, mais finalement, je me suis aperçu que les 17, c'est peut-être ceux qui ont le mieux réussi dans la vie. Et c'était d'ailleurs le point de départ, on en parlera peut-être plus tard, de la pièce que j'ai écrite. Exactement. Alors il se trouve aussi qu'il y a une chose qui vous fascine, c'est l'actualité quand même. 5 colonnes à la une, ou France Soir, ça vous parle? Ah, ça me parle parce qu'en fait, on avait la télévision, on a eu la télévision très très tôt, la télévision en noir et blanc, très tôt chez mes parents. Et donc, l'émission comme 5 colonnes à une, j'ai vu ça lorsque j'avais 7-8 ans. Les journaux télévisés. Donc vraiment, j'ai été dans ce bain de culture de la télévision française avec les grands noms de l'époque. Voilà. 5 colonnes à la une, c'était d'ailleurs le titre des 5 colonnes de France Soir, au départ dirigé par Lazareff. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est Frédéric Rossif, auteur de La vie des animaux, qui a trouvé le titre un jour en réunion avec Pierre Lazareff et Pierre Desgros. Ah d'accord. Et ça a été aussi un événement, car ça vous a guidé aussi dans votre envie de faire du journalisme. Totalement, ça fait rêver que lorsqu'on est un écolier à Dijon et qu'on voit ces reportages sur l'Algérie, sur l'Afrique, sur l'Asie, ça a été extraordinaire. Alors, il y a quand même une école que vous avez faite à Tours, une école de journalisme, mais qui était une école qui venait d'ouvrir, et c'était l'IUT, oui. l'IUT section journaliste à Tours, des bâtiments qui étaient en fait entourés de chemins boueux. Il y avait pas encore, c'est pas encore goudronné. On était les premiers. C'était à l'issue de 68, la création des IUT, et j'ai l'impression que finalement quand même les étudiants savaient presque autant que les professeurs côté journalisme. Oui, parce que les cours relevaient de l'improvisation. Complètement. On a inventé un petit peu ce que pouvaient être les programmes de journalisme. Alors, je crois que le premier cours que vous avez fait, Patrick Menet, il fallait décrire les locaux. Et là, vous avez eu votre première bonne note. Vous savez tout, c'est incroyable, incroyable. Effectivement, le professeur de français nous a dit décrivez les locaux. Alors donc, imaginez un immeuble moderne, à peine terminé, entouré de champs. Et on était assez perplexes. Et lorsqu'il a rendu les copies, désolé de le dire, mais ça s'est passé comme ça, il a déclaré que finalement, il y a une seule personne ici qui sait écrire et qui a un style et des idées, c'est Patrick Menet. Et vous aviez raconté quoi? Oh, je me souviens plus, mais apparemment... ça allait plus. Alors, l'école se termine et vous êtes affecté, non pas dans votre région, Patrick Menet, mais à Nice Matin. Alors... ça, c'est aussi quelque chose, un itinéraire assez étonnant. Lorsque ma première expérience journalistique, j'ai 18 ans et je réussis à me faire embaucher comme stagiaire durant l'été, alors que j'étais encore lycéen, au Dépêche, le journal local. Et lorsqu'on était stagiaire à l'époque, on signait nos papiers comme des journalistes et on était payés comme des journalistes. Donc, si vous voulez, juillet, août, tous mes juillet et août, je les ai passés au Dépêche avec un rédacteur en chef formidable qui s'appelait Bernard Angelot. Et alors que tout au long de ma carrière, on m'avait dit bon, que j'irais pas loin parce que j'étais pas très bon à l'école, contrairement à mes frères qui étaient très brillants, et où mes parents me disaient c'est quand tu seras grand que tes professeurs, que tes frères seront professeurs et que tu seras ouvrier chez Terreau. Terreau, c'était l'usine de moto à Dijon. Qu'est-ce que tu vas faire? Et pour la première fois, quelqu'un m'a dit Patrick, tu as vraiment un talent d'écriture, tu es vraiment fait pour le journalisme. C'est la première fois qu'un adulte, si vous voulez, me reconnaissait une certaine qualité. Oui, mais ça relève aussi du miracle, puisque aujourd'hui, on ne peut pas imaginer rentrer pour un stage d'été à 18 ans et être payé. C'est fini, c'est terminé. Ça, c'est une époque complètement terminée, malheureusement, et c'était une très bonne école. C'était une école peut-être aussi bonne que le CFJ, finalement, pour être journaliste, et j'étais passionné. Et il y avait un photographe qui avait beaucoup de talent, qui s'appelait Jean-Claude Delmas, qui, lui, voulait aussi faire du grand journalisme, du reportage, et on a décidé tous les deux de s'associer durant le week-end et aller faire des reportages qu'on allait vendre aux journaux. Et on vendait ces reportages à l'agence Aigle qui dépendait du Progrès de Lyon. Et lorsque je suis allé au service militaire, en sortant, aucun contact, journaliste, et j'ai fait 100 CV. À l'époque, on les faisait, c'était même pas la photocopie. Hein. C'était de la Renéo. La Renéo. Et j'ai reçu une seule réponse, qui était Nice Matin. Le journal où tout le monde voulait aller, oui, à cause du soleil et également des bons salaires. Et le rédacteur en chef me reçoit, il me dit « Monsieur Menet, je vous connais ». Je dis « Bon, mais personne ne me connaît ». Si, je vous connais, car on a publié vos reportages. Les reportages, et on a trouvé ça très bon et on veut vous embaucher. Incroyable. C'est le début de mon histoire. Et alors, Nice Matin, effectivement, c'est le soleil, mais c'est aussi la presse de province, c'est très particulier. C'est le quotidien de chaque personne. Alors, c'est le quotidien de chaque personne. Et Nice Matin, c'était aussi beaucoup des personnalités de la culture, quand même. En été, si vous voulez, beaucoup de monde passe par Nice. Donc, c'était comme un univers très, très, très intéressant.
Mais j'avais quand même toujours en tête l'idée de faire du grand reportage. Il y avait Monaco à côté aussi. Il y avait Monaco, il y avait beaucoup de choses à côté. Il y avait oui, beaucoup de choses. Et les reportages, quand on était à Nice et à Monaco, il y avait un hôtel, l'hôtel Métropole, où mouraient les vieilles Anglaises et on les descendait dans l'ascenseur à 6h du matin. Et c'était un reportage. Le groom était toujours prêt à avoir une petite pièce pour savoir qui était mort. Ça faisait un reportage pour le journaliste. Et c'est comme ça que l'hôtel Métropole est devenu l'hôtel Nécropole. Ah d'accord. Voilà. Mais effectivement, vous avez tout appris sur le terrain, même à Nice. Complètement. Complètement. Et en fait, Nice à l'époque, c'était le Nice aussi de cette époque. Donc avec les palaces, avec la joie de vivre, avec beaucoup de monde intéressant. Ouais. Et Cannes et le festival, pas loin. Ça, vous avez ça, je l'ai pas couvert. Vous n'avez pas couvert. Vous avez fait beaucoup d'autres choses et on va continuer à en parler à travers une autre date importante pour vous, le 21 juillet 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Menet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Menet, journaliste, on va expliquer votre parcours à travers des dates clés, auteur de théâtre avec Appelez-moi Albert qui débute dans quelques jours, on va aussi en parler, mais on a évoqué vos débuts de journalisme par hasard finalement et à 18 ans, mais il y a une date importante, le 21 juillet 1980, écoutez ce générique. Le journal d'Antenne 2, c'est votre première télé. Vous couvrez une manifestation d'homosexuels italiens sur la place Rouge à l'heure des Jeux Olympiques de Moscou. Effectivement, ça fait partie de mon parcours. J'ai été correspondant de l'AFP à Moscou dans les années 80. Je suis resté 3 ans là-bas. Donc l'URSS à l'époque communiste. Et une expérience à la fois assez difficile quand même humainement parce que aucune liberté sur place et puis très enrichissante parce que c'était un monde qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'était pendant les Jeux Olympiques et j'avais appris on a des contacts que c'est un Italien, je crois, je me souviens, Italien, oui. Qui voulait manifester en URSS pour la défense des homosexuels. Et donc on est arrivé très discret, en se faisant cacher, en pensant que personne n'était au courant. Et puis, il a à peine eu le temps de sortir une pancarte que immédiatement des hommes du KGB lui sont tombés dessus, mais également sont tombés sur nous. C'est-à-dire que j'étais avec un journaliste de l'AFP, Jean-Claude Delmas, que j'ai cité tout à l'heure, et qui lui n'a pas eu le temps de sortir son appareil photo, qui s'est fait tabasser, prendre l'appareil photo. Et donc, la manifestation, elle a duré 15 secondes et personne n'était au courant, sauf à travers une dépêche AFP qui relatait ce fait. Et en même temps, la télévision en a parlé, puisque vous êtes dans ce journal... La télévision en a parlé en France. Oui. Parce que bien sûr, j'avais fait des pêches AFP, j'étais à l'AFP, et en même temps, je faisais des correspondances pour Antenne 2. Alors, à l'époque, il faut savoir que les Jeux Olympiques de Moscou ont été boycottés par beaucoup de monde. Ça a été un événement, à commencer par les États-Unis à la demande de Jimmy Carter. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, l'administration américaine avait dit au CIO que si jamais il y avait des Jeux Olympiques avec les Américains, ils coupaient toutes les subventions et ils avaient des taxes supplémentaires. Et ça a été décidé comme ça. Ah d'accord, je ne sais pas. Alors, l'URSS, en même temps, vous découvrez la vie quotidienne des Soviétiques pendant des années. Alors ça, c'est un peu l'approche que j'ai du journalisme. C'est-à-dire que je suis arrivé en URSS sans culture particulière par rapport à ce pays, sans a priori. Mon père était communiste, moi j'étais pas communiste, mais enfin j'avais pas l'a priori. Et la plupart des correspondants s'intéressaient beaucoup au Kremlin. Qu'est-ce qui se passe au Kremlin? On savait pas ce qui se passe au Kremlin. Je pensais pas que c'était essentiel finalement. Et je racontais au jour le jour ce que je voyais, ce que je vivais. Et c'était quelque chose d'assez étonnant. Et je vous donne une anecdote. À l'époque, il y avait absolument rien dans les magasins. Rien. Et quand je suis revenu en Bourgogne, dans le petit village où j'étais né, il y avait une épicerie. Et l'épicière me dit, mais Patrick, comment c'est à Moscou? Je dis, écoutez, c'est simple. À Moscou, il y a un très grand magasin qu'on peut comparer au Galeries Lafayette chez nous à Paris. Et bien dans ce magasin, il y a moins de choses que dans votre épicerie. Elle ne me croyait pas et c'était vrai. Et moi, je me souviens à l'époque d'une photo qui a circulé dans les journaux en URSS. C'était une queue devant la boulangerie Poilane, rue du Cherche-Midi. Et les Russes avaient titré que les Français manquaient de pain et faisaient la queue devant les boulangeries. Exactement. Et alors, vous parlez des files d'attente en URSS. Le premier jour où je débarque en URSS, donc il y a un chauffeur qui vient me chercher, le chauffeur de l'AFP. Et puis, il faisait moins 15 degrés ou moins 20 degrés. Et on passe devant un immeuble où il y avait marqué seulement magazine. J'avais fait un peu de russe au lycée quand même. Je pouvais lire magasin. Et il n'y a pas de vitrine. Et il y avait une queue, mais très très longue queue. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils me disent, mais ils attendent l'ouverture du magasin. Je regarde ma montre, je dis, bon, c'est pas, il est 8h moins le quart, c'est dans un quart d'heure.
Non, demain matin. Donc les gens allaient faire la queue jusque dans le matin. Et là, le lendemain matin, je suis venu, la porte s'est ouverte, il n'y a pas de vitrine, et c'était un magasin de meubles. Mais il n'y avait aucun meuble. Il y avait des tables avec des cahiers et des crayons, carandache, des crayons. Et les gens écrivaient, je commande une table, je commande 3 chaises, je commande des meubles. Mais ils ne savaient pas ce que c'était. Et on les appelait 1 mois, 2 mois, 6 mois plus tard, leur disant, écoutez, vos chaises sont arrivées, votre bahut est arrivé. Et voilà, c'était ça en fait l'URSS au quotidien à l'époque. Il faut savoir, parce que beaucoup de gens ne savent pas que l'AFP est né vraiment juste après la guerre. C'est le premier bâtiment pris après la libération de Paris. Et je crois que les journalistes clandestins qui sont emparés de l'immeuble ont diffusé la première dépêche de l'AFP le 20 août 1944, soit quelques jours avant l'entrée de Leclerc dans Paris. Exactement. Alors, il y a eu l'AFP, mais il y a aussi la radio, car vous avez aussi dérivé vers la radio en commençant, je crois, à Europe 1. À Europe 1. Alors ça, c'était parallèlement à l'AFP. C'est-à-dire, j'étais journaliste à l'AFP et j'étais correspondant d'Europe 1 sur les points chauds où j'allais. Et à la fin, je signais donc Patrick Menet, AFP pour Europe 1. Alors, les points chauds, justement, c'était un désir d'aller vers des reportages un peu plus délicats et dangereux, Patrick Menet. Alors, notamment la révolution iranienne que j'ai couverte au moment du premier au dernier jour. Je pense avoir été peut-être le seul journaliste qui l'a couverte du premier jour, même avant même la révolution elle-même, jusqu'au dernier jour, avec tout ce que ça implique. Ça m'a vraiment marqué parce que là, j'ai vu ce que peut être une révolution et comment elle peut être détournée et comment finalement les vainqueurs peuvent se retrouver fusillés au bout de 3 semaines. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il faut entrer dans ce pays-là. C'était pas évident pour un journaliste et ensuite y rester et c'est dangereux. Alors quand je suis arrivé, entrer c'était pas très compliqué parce que c'était encore le régime du Shah. Donc on pouvait rentrer et j'y suis allé parce que un peu comme à Lip, c'était pour couvrir les premières manifestations. Et de jour en jour, les manifestations ont pris de l'ampleur. L'armée tirait sur les manifestants et les manifestants, pour se réunir et être plus ou moins à l'abri, se réunissaient sur les cimetières. Et finalement, c'est là que sont apparus les voiles, le voile islamique, mais pas du tout d'un point de vue religieux. C'était plutôt comme une sorte de symbole. Le symbole pour se réunir. Et puis finalement, ça a pris de l'ampleur, c'est devenu une vague incroyable. Et moi, je suis resté pendant 1 an là-bas. Et pendant 1 an, avant la chute de la Révolution, à part les manifestants, dans l'Iran, j'avais vu pratiquement aucune femme voilée. C'est fou. Alors, il y a aussi les tortures. Vous avez été le premier journaliste à évoquer les tortures. Alors, j'étais le premier, effectivement, à envoyer une dépêche de témoignages de jeunes qui sortaient des prisons et qui avaient été torturés. Et je me souviens que le correspondant de l'AFP qui était sur place, moi j'étais envoyé spécial, qui était sur place, à la fois me félicitait et avait très très peur, m'a dit mais on va se faire expulser. Et en fait on est resté et j'ai pu couvrir toute la révolution. Et il y a eu aussi l'ambassade des États-Unis où vous avez pu entrer, ce qui n'était pas évident. Alors l'ambassade des États-Unis, effectivement, c'est avec les otages américains. C'est-à-dire que là, entrer aussi là-dedans, c'est pas évident. Alors c'était pas évident, mais malheureusement, à cause de ce scoop, j'ai pas couvert l'Afghanistan parce que Paris m'a dit, écoute Patrick, tu pars tout de suite en Afghanistan, les Russes viennent d'envahir l'Afghanistan. Et moi, depuis 1 mois pratiquement, je négociais avec ceux qui tenaient l'ambassade américaine, les otages, et j'attendais vraiment de pouvoir rentrer. Et j'aurais dit, écoutez, là, vous me faites rentrer parce que c'est pas possible, sans ça, je rate l'Afghanistan. Et ils m'ont fait rentrer. Voilà. En même temps, vous n'aviez pas les moyens techniques dont disposent les journalistes d'aujourd'hui. J'ai reçu Marine Jacquemin et Dorothée Oliéric. Ils ont des téléphones portables qui les soutiennent jusqu'au dernier moment. Alors à l'époque, en Iran, on avait une chance quand même, c'est que le Shah d'Iran avait fait installer le téléphone automatique. Donc je pouvais téléphoner en automatique, ce qui n'était pas le cas quand j'étais en URSS, directement à Paris. Et je me souviens que pour la chute de Téhéran, j'allais avec les combattants de maison en maison. Et dès qu'un bâtiment public était tombé, je décrochais le téléphone dans la maison par hasard où j'étais et j'appelais Europe 1 et l'AFP. En revanche, la télévision, c'était très différent puisque la télévision ne pouvait pas faire de news à l'époque, il faisait que du magazine. C'est-à-dire que le reportage, les équipes de TF1, d'Antenne 2, filmaient, envoyaient les pellicules par avion, quand il y avait des avions, à Paris, qui étaient développés, des montages, donc on faisait du magazine à l'époque en télévision. C'est passionnant mais dangereux. Vous aviez conscience du danger, Patrick Menet ? C'était très dangereux et j'ai été blessé même. J'ai été blessé. Hein. J'ai été pris dans une fusillade et je me souviens qu'à Téhéran, les égouts étaient à ciel ouvert, extrêmement profonds et assez larges. Et je m'étais dit, si un jour je me retrouve sous une fusillade, je me précipiterai dans l'égout. Et là, je me suis précipité dans l'égout. Je suis resté très très longtemps, c'est assez long. Et la question que je me posais, c'était, mais
quand on soit la balle dans la tête, est-ce que ça fait mal? et finalement, je m'en suis sorti. Heureusement. Et alors ensuite, la récompense, ça a été le prix Albert Londres en 1983. Exactement, le prix Albert Londres pour l'ensemble des reportages sur l'Union soviétique, l'URSS. Ça, c'était une surprise pour vous. Alors c'est une surprise, c'est une reconnaissance. C'était extrêmement rare à l'AFP. Je pense qu'avant moi, un seul journaliste avait dû avoir dans les années 50 le prix Albert Londres. Et c'est vrai que c'était à la fois une récompense, mais aussi c'était quelque chose qui m'obligeait, comme dirait Macron. C'est-à-dire que c'est quand même, voilà, lorsqu'on a le prix Albert Londres, on doit quand même honorer ce prix. Et comment ? Et comment? En restant vraiment sur la conception que j'ai du journaliste. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas un journaliste engagé. C'est-à-dire que je pense que voilà, je vois des choses, j'écris des choses. L'AFP, ce qui, je trouve, la grande force de l'AFP, c'est que lorsque vous êtes sur un événement, vous devez donner le point de vue des uns et des autres. Vous donnez vos sources. En tout cas, à l'époque, j'espère que c'est comme ça encore aujourd'hui. Et je crois que c'est une très bonne école et un très grand respect pour le public qui, après, lui, se fait son point de vue en fonction de ce que l'on a pu rapporter. On vous a surnommé le Rouletabille de l'AFP. Alors, ça, le Rouletabille, j'étais à cette époque-là en poste à Rome. Et le pape Paul VI est décédé. Et le pape Paul VI est décédé à Castel Gandolfo, son palais d'été, qui se situe à 40 km de Rome. Et il fallait que je sois à la fois à Castel Gandolfo et au Vatican, parce que le pape allait être transféré au Vatican. Et comment faire, c'est impossible. Et à l'époque, j'avais une Peugeot bleu foncé, la couleur voiture du Vatican. Et j'ai imaginé, avec deux journalistes, avec Vincent Lalu, qui à l'époque, je crois, était un quotidien parisien, et puis un journaliste du Point. J'étais donc le chauffeur avec une casquette de cette voiture. Vincent était le secrétaire d'un soi-disant ambassadeur, qui était en fait un journaliste, et on s'était arrêté juste à la sortie du Vatican, et lorsque toutes les voitures sont sorties, les cortèges officiels, on s'est collé au cortège. Et voilà. Et on a pu se coller au cortège du pape, et c'était fabuleux, parce qu'on voyait autour du pape, comme des abeilles, des jeunes en Vespa, avec les jeunes filles qui étaient en Amazon derrière, et qui accompagnaient le pape donc jusqu'au Vatican. Ce sont de beaux souvenirs, et il y en a d'autres, mais il y a un autre média qu'on va évoquer à travers la date du 11 mars 1992. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Menet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Menet. Nous parlerons tout à l'heure de vos débuts d'auteur de comédie avec Appelez-moi Albert. On a évoqué votre parcours de journaliste qui vous a valu le prix Albert Londres. Mais il y a encore un autre univers où vous avez excellé. Le 11 mars 1992 débute cette émission à la télévision. Mea culpa, qui a duré 2 ans. Alors, la première, vous n'y êtes pas, c'est Ladislas de Hoyo. Et il part parce que le montage ne lui convient pas. Et vous arrivez comme présentateur, mais vraiment par hasard, parce que c'était pas votre métier. Ah, j'arrive par hasard parce que je travaillais sur cette émission comme rédacteur en chef, je pense. Et puis Ladislas, effectivement, a quitté l'émission. Et il a dû quitter, je crois, un lundi. Il fallait être à l'antenne le mercredi. Et TF1 m'a dit, tu as déjà fait de la télé? Oui, mais jamais en direct. Et ben, on m'a mis à l'antenne. Alors, vous étiez quand même un grand reporter après Albert Londres. Vous vous retrouvez à TF1. Comment ça s'est fait? Alors, je me retrouve à TF1 parce que, entre-temps, j'ai créé AFP TV. C'est-à-dire le service télévision de l'AFP. Et à l'époque, ça a été très très mal vu. Beaucoup de personnes disaient mais la télé c'est une danseuse. Et il y a eu une grève même à un moment donné où le fait d'avoir créé AFP TV a été mis en cause. Et moi je me suis dit mais quand même ça c'était en 1986. Je me dis mais on peut pas ignorer la télévision. Mais à l'époque il n'y avait pas de reporter JRI, il y avait rien. Il y avait aucun reportage, non aucun. Et j'ai eu une proposition donc de TF1 et donc je suis parti à TF1 parce que je pense que la télévision c'est quand même l'avenir et AFP TV a été créé et a fait sa vie sans moi très bien parce qu'aujourd'hui je crois que c'est un département très très important de l'agence France Presse et il y a maintenant des journalistes de télé, des équipes de télé dans pratiquement tous les bureaux de l'AFP dans le monde. Mais encore une fois on ne l'imaginait pas parce que personne ne pensait à l'époque que la télévision allait prendre autant d'importance et les moyens techniques étaient différents. Moi je me souviens de reportages que je faisais pour TF1, on partait avec 4 personnes, des cars et un montage qui n'en finissait pas.
Exactement, exactement. Et c'est pour ça, malgré tout, si vous voulez, que moi j'ai pris conscience en Iran, sur le terrain en Iran, en voyant effectivement qu'il se passait des choses incroyables, et l'information se faisait par la presse écrite et par la radio, mais pas par la télévision. Mais ça commençait à évoluer très vite. C'était le début de CNN aux États-Unis. Alors, vous débutez donc comme présentateur de Mea Culpa. C'est encore un nouveau métier pour vous. C'est un nouveau danger, Patrick Menet. Alors c'est un nouveau danger. C'était très dangereux. Hein. C'était pas on craignait pas de recevoir une balle dans la tête. Mais il y avait des snipers qui étaient comme les journalistes qui n'aimaient pas du tout TF1, qui n'aimaient pas du tout ce qu'ils appelaient les reality shows et qui n'aimaient pas du tout quand on parlait de sujets qui aujourd'hui sont devenus des sujets respectables et que j'ai traités à l'époque, notamment l'inceste. J'ai fait une émission sur l'inceste qui en deuxième partie de soirée avait fait 7,5 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme, et qui avait été critiqué parce qu'on trouvait que parler de l'inceste c'était du voyeurisme. Ouais, j'ai vu un article du Monde, mais vous descendant en flèche, Patrick Menet. Ah bah tous les jours, oui. Oui. Mais c'était presque une habitude, c'est traumatisant à la fin, non ? Non, c'était pas traumatisant parce que moi je considérais que je faisais ce métier avec honnêteté et en défendant de bonnes causes. J'ai présenté après avec Jacques Pradel une émission qui s'appelait Témoin numéro 1. Le principe de cette émission, c'était des appels à témoins pour aider la justice à résoudre des affaires non élucidées. On se faisait descendre tous les jours. On nous a traités de tous les noms. C'était hallucinant, de la délation, etc. À l'époque, il fallait pas parler de l'ADN, il fallait pas parler des caméras, il fallait pas parler de la police scientifique et on a résolu beaucoup d'affaires criminelles. On a fait arrêter des criminels en série grâce à cette émission. On a innocenté des personnes aussi, des personnes qui avaient été accusées à tort et qui, grâce à des témoignages qui sont sortis dans cette émission, ont été acquittés. L'idée vous en était venue, je crois, avec une émission américaine. Anglaise, avec une émission anglaise, s'appelait Crime Watch. J'étais en Angleterre, à Londres, avec mon épouse. On regarde la télévision, on voit Crime Watch, une émission qui existait depuis 25 ans sur la BBC, qui est la référence absolue en matière d'éthique, une émission civique. Et donc, j'ai proposé à TF1 d'importer cette émission en France, et elle se faisait dans des règles les plus rigoureuses, c'est-à-dire que jamais on donnait à l'antenne le nom d'un suspect. Les fiches étaient transmises, on ne les traitait pas, on les transmettait au juge d'instruction. On travaillait sur réquisition. Aujourd'hui, dès qu'il y a une accusation, on balance le nom à la télé et ça fait le tour du monde, enfin le tour de France, et la personne qui est suspectée est forcément condamnée à vie. C'est ce qui se passe régulièrement aujourd'hui, sans citer de nom dans l'actualité. Voilà. Alors, il faut voir que l'inceste, il y avait déjà eu un incident quand c'était, je crois, Michel Pollack qui a fait son émission Post-Scriptum. Lors de la sortie du film de Louis Malle, Le souffle au cœur, il avait fait un sujet sur l'inceste, il s'est fait virer. Oui, exactement. Et aujourd'hui, le politiquement correct aujourd'hui est ce qu'on nous a reproché à l'époque. Alors, le reality show, c'était tout à fait nouveau. De Chavannes avait commencé avec Ciel Montmardi, mais le reality show avec vous et Pascal Brogniot et quelques autres ont enfoncé le clou, Patrick Menet. Oui, je mets pas trop le mot de reality show parce que si vous voulez faire une émission comme Crime Watch en France, c'est-à-dire où en plateau vous avez des témoins, vous avez des victimes, vous avez des policiers, vous avez des juges, vous avez des avocats, c'est pas du reality show, c'est vraiment de l'information, de la recherche d'information. Alors en même temps, vous avez travaillé avec Jean-Pierre Foucault, qui faisait une autre émission que Sacrée Soirée. Alors, j'ai pas travaillé sur Sacrée Soirée, mais sur une émission qui s'appelait Enquête de vérité. Exactement, oui. Une émission sur les faits divers, et qui est une émission que j'avais proposée à TF1. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'émissions. Il y a beaucoup d'émissions qui en fait reprennent ce principe. Et TF1 m'avait dit, Étienne Moujotte m'a dit, Patrick, dans l'émission, c'est formidable. Mais on a un concept à TF1, émission de plateau. Je vais faire du documentaire et présenté par une de nos stars, Jean-Pierre Foucault. Et j'ai dit, mais pourquoi pas, banco. Et ça a choqué beaucoup de monde. Je me souviens, j'avais une amie qui était membre du CSA. Et à l'époque, elle me disait, mais tu sais, Patrick, tu termineras un jour comme patron de France 2. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, mais Patrick, tu es fou, tu fous ta carrière en l'air, travailler avec Jean-Pierre Foucault. Et j'étais très heureux de travailler avec Jean-Pierre Foucault parce que c'est un grand professionnel avec qui je suis en contact et qui mène une carrière extraordinaire. Il a débuté, je ne sais pas si vous le savez, après un concours à Radio Monte-Carlo en 66. Il a été engagé, mais au bout de 6 mois, il a été viré parce qu'il faisait des farces avec son copain Patrick Topalov. Ah d'accord. Donc il est allé à l'Europe 1 où il a réussi. Il est revenu à Radio Monte-Carlo où il est devenu une star. Voilà. Et alors Jean-Pierre Foucault, un souvenir avec lui incroyable. J'étais à Nice ce matin.
Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, petit journaliste qui débarque, et on m'envoie donc traiter une soirée à Villefranche-sur-Mer, qui était animée par Jean-Pierre Foucault, qui était la star de Radio RMC, Radio Monte-Carlo. La star, c'était la star Jean-Pierre Foucault. Et j'arrive en retard. Et tout était bloqué. Donc, il y a des milliers de personnes, je ne pouvais pas accéder à Jean-Pierre Foucault. Et je dis aux personnes qui me bloquent, mais je viens voir Jean-Pierre Foucault. Et il y a une dame à côté qui comprend que je suis Jean-Pierre Foucault. Et elle me traîne à côté du préfet pour dire, voilà Jean-Pierre Foucault. Et il me dit, mais non, mais Jean-Pierre Foucault, il est là. Et c'est comme ça que j'ai connu Jean-Pierre Foucault. Et vous aviez un point commun, je crois, de vos passions. Il adore les automobiles et vous aimez les Bugatti. Alors moi, j'aime les Bugatti, j'ai une voiture ancienne. Et ça remonte, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans et j'allais dans un village chez mes grands-parents, avec les copains du village, avec mes frères, avec mes cousins. On rentrait dans le château qui était abandonné. Et dans une grange, il y avait des vieilles voitures, des voitures de 1903, 1904 abandonnées. Et ça a été un choc pour moi. Et c'est de là vient mon amour des voitures, d'automobile. Il y a un cercle Bugatti, je crois, que vous présidez ou que vous avez présidé. Voilà, il y a le club Bugatti France que j'ai présidé. J'étais président pendant 8 ans de ce club. Avec des personnes très très différentes et où on parle que mécanique et où finalement le PDG eh bien c'est le copain du mécanicien ou du prof et c'est extraordinaire. Et les salons des voitures anciennes ont débuté. Moi j'avais fait un des premiers reportages sur Rétromobile. Personne ne croyait aux voitures anciennes et aujourd'hui on les répare et elles ont encore beaucoup de succès. Exactement. Et la réflexion d'un vieux bugattiste qui cherchait des Bugattis dans les années 50 et elle partait à la casse et il met une phrase qui m'est restée, il dit « Je ne comprends pas qu'un objet qui vaut le prix de la ferraille à une époque vaut des millions quelques années plus tard. » Et d'ailleurs le circuit du Mans porte le nom de Bugatti parce que c'était un passionné de Bugatti qui était là. C'était Ettore Bugatti, le constructeur donc de Bugatti, qui est un nom mythique dans l'histoire de l'automobile. Voilà. Et en même temps, ce circuit est un circuit mythique et Bugatti y est associé. Exactement. Alors il y a eu d'autres émissions parce que vous avez ensuite créé votre structure, Patrick Menet, et il y a des émissions aujourd'hui mythiques dont vous êtes à l'origine. Il y a Super Nanny, il y en a beaucoup d'autres. Alors il y a beaucoup d'autres émissions. J'ai créé ma société de production à l'époque où on parlait beaucoup des animateurs producteurs. Moi j'étais salarié de TF1 et c'est l'époque où il y avait des gens comme Delarue, des gens comme Courbet, des gens qui créaient leur boîte de production et je faisais le même métier qu'eux et j'étais voir les patrons, Patrick Lelay et Étienne Moujotte et j'aurais dit mais finalement j'ai envie de créer ma société de production. Ils m'ont dit Patrick, aucun problème, simplement tu prends le risque si l'émission ne marche pas, ok je plonge. Donc j'ai créé cette société qui a marché très très bien puisque au bout de 6 mois, 1 an, j'avais 3 émissions en prime time, une sur TF1, une sur France 2, une sur M6. Et très vite, si vous voulez, j'ai eu des propositions de grands groupes comme Lagardère, comme Endemol et Fremantle, et j'ai vendu ma société de production à Fremantle. Et Fremantle, alors j'ai inventé beaucoup d'émissions, effectivement, beaucoup de concepts, mais à partir du moment où j'ai vendu à Fremantle, j'ai eu aussi accès à des formats qui appartenaient à Fremantle, qui est un groupe qui dépend de RTL au départ, et comme Super Nanny, Cyril Lignac, effectivement, j'ai été à l'origine de sa carrière, je pense, entre autres, avec d'autres personnes, et ça m'a donné donc beaucoup de formats qui sont devenus mythiques et dont certains existent encore à l'antenne. Les premières émissions de cuisine, justement, à l'époque, personne n'en voulait. Il y avait eu Raymond Oliver, Michel Oliver, mais il n'y avait pas autre chose. Oui, Maïté, effectivement, les émissions de cuisine, pendant des années, proposer ça à des chaînes, c'était ringard. Et puis, d'un coup, ça a démarré avec Lignac, grâce à Cyril Lignac, un concept d'émission venu d'Angleterre où Cyril Lignac crée un restaurant avec des jeunes. On disait à des jeunes, mais est-ce que vous préférez être dans les rues, faire des imbéciles, ne rien faire de votre vie? Au contraire, on vous paye des cours dans la meilleure école de formation de cuisinier et créer ensemble un restaurant. Et c'est parti comme ça. Et les temps ont changé puisque à la radio, dans les années 50, il y a un seul jeu qui a été acheté par Louis Merlin pour Radio Luxembourg aux Américains, qui était Qui tout double. Oui. Et en échange, eh bien, il y a le seul jeu français vendu à l'époque aux Américains, c'était 100 francs par seconde, qui consistait à répondre à des questions
l'émission tant qu'il n'y avait pas un arrêt et on gagnait 100 francs par seconde. Ouais. Et les Américains en ont fait un grand jeu et c'est inspiré de la France. Et là, je voudrais rendre hommage à la télévision quand même, parce que en fait, à l'époque, à Fremantle, il y avait une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Bibiane Godefroy, et qui, elle, croyait beaucoup à la cuisine. Et elle disait, mais finalement, les jeunes générations ont perdu la transmission de la cuisine. Les filles apprenaient la cuisine de leurs parents. Et aujourd'hui, donc ça c'était il y a 20 ans, et aujourd'hui la cuisine effectivement est devenue à la télévision des émissions qui marchent très très bien, et les Français sont remis à cuisiner, et je pense que c'est grâce à la cuisine. Et ce phénomène également, on peut le constater pour la chanson. Je pense qu'à une époque, les Français ne savaient plus chanter. On parlait beaucoup des Canadiens qui chantaient très très bien. Et les Français aujourd'hui, moi je suis sidéré par voir la qualité des chanteurs, des gamins, des jeunes, des adolescents dans ces émissions. Et je crois que c'est la télévision qui a redonné ce goût et l'exigence également de ce que doit être un cuisinier ou un chanteur. Est-ce que vous êtes conscient d'avoir vécu une époque privilégiée de la télévision, Patrick Menet ? Ah, je suis pas nostalgique parce que bon, il y a des très belles choses aujourd'hui, mais c'est vrai que avant c'était beaucoup plus simple. D'abord, il y a beaucoup plus de moyens, paradoxalement, puisque lorsqu'il y a moins de chaînes, eh bien l'argent, on peut le mettre vraiment à l'antenne. Lorsqu'il y a plein de chaînes, il faut le partager entre tout le monde. Et si vous voulez, c'était extrêmement direct. C'est-à-dire que lorsque j'avais une idée d'émission, j'allais voir Étienne Moujotte, ou j'allais voir Nicolas de Taverneau, ou j'allais voir Michel Cotta à l'époque qui dirigeait France 2. Et puis en 5 minutes, je leur expliquais le concept. En 5 minutes, il me disait banco, et puis après il me faisait confiance, on avait le budget, et l'émission elle était à l'antenne 2 mois plus tard. Ça marchait. Et ça marchait. Et là vous avez totalement changé d'univers, et on va l'évoquer à travers la date du 6 février 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Menet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Menet. On a évoqué votre parcours de journaliste, le prix Albert Londres, votre parcours de télévision avec ces émissions que vous avez inventées et qui sont toujours à l'antenne aujourd'hui. Et puis le 6 février 2025 a débuté à la Seine parisienne un théâtre près des grands boulevards, en attendant Albert, une comédie. Et là, on vous attendait tous les semaines, mais pas dans la comédie, Patrick Menet. Alors moi, je m'attendais pas dans la comédie ici, parce que finalement, je suis assez passe sans rire sous des aspects un peu austères parfois, mais dans le théâtre, non. Et en fait, c'est venu tout à fait par hasard. J'étais avec des copains que je retrouve après 50 ans, des copains de lycée, et qui me parlaient du destin des uns et des autres. Et je me suis dit, mais finalement, c'est vrai qu'on ne connaît pas le destin des gens. Et la situation où on ne connaît plus du tout le destin des gens, c'est quand on est mort. Lorsqu'on est mort, on ne sait pas ce que va devenir notre femme ou notre mari, nos enfants, nos collègues, ceux qu'on a connus, et même la société. Et je me suis dit, je vais écrire quelque chose qui sera une comédie, parce je crois qu'il faut rire dans la vie aussi, une comédie qui va partir d'une femme qui a 65 ans, qui est morte, elle est dans le caveau de famille, et elle attend son mari, mais Albert, qu'est-ce qu'il fait Albert? Qu'est-ce qu'il fout? Voilà. Et Albert se fait attendre. Alors, ça, encore écrire une comédie, si vous ne l'aviez jamais fait, c'est autre chose. C'est une envie de toujours? Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelait Madame Bovary sort ses griffes, qui était une comédie mais en livre qui était écrite, et ça s'est imposé parce que écrire, je sais pas, quelque chose qui se passe sous terre dans un cimetière, c'est pas une comédie, c'est quand même un peu compliqué quand même. Donc vous allez faire un spectacle, et ce spectacle est dans la tradition du vaudeville avec des rebondissements. Exactement, c'est-à-dire que cette femme attend son mari, elle l'attend pendant 5 ans, et lorsqu'il arrive, elle va découvrir, en fait, bon, elle est très heureuse, enfin tu es là, Albert, comme autrefois, c'est génial, et puis elle va découvrir que tout a changé. Oui. Elle dit des mots qu'on peut plus dire. Elle fait des choses qu'on n'a plus le droit de dire. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Il y a des plaisanteries qu'on peut plus faire. Et puis après, elle va s'apercevoir que il y a quelqu'un qui va arriver, une autre personne. Qui c'est celle-là? C'est elle. C'est qui elle? C'est la petite chatte. C'est l'ancienne maîtresse d'Albert, de son mari, et elle va découvrir qu'ils sont mariés après son décès. Alors là, il y a tout un affrontement, parce que qui c'est la femme? Est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la dernière? Alors, en plus, vous leur donnez une vie, c'est-à-dire que la première femme, donc, qui est dans le cimetière depuis 5 ans, elle était fleuriste. Elle était fleuriste. Et son mari, en revanche, c'était le Mozart, Albert, le Mozart de la pub. Le Mozart de la pub, donc 2 milieux totalement différents. Lui, c'est un 68 art, c'est-à-dire qu'il est la génération de mai 68, et elle représente un peu le bon sens. Elle est également de mai 68, mais c'est le bon sens populaire.
Et pourquoi la pub? Pourquoi le Mozart de la pub? Pourquoi cet univers? Parce que la pub, c'est un univers qui est quand même très typique, très ciblé, très parisien. Et puis lui, en fait, c'est un contestataire en 68. Là, il est devenu un publicitaire. Donc il a évolué. Donc il est à la fois, si vous voulez, il est resté sur les idées 68, qui était un mouvement incroyable de libération sexuelle, libération de la femme, libération de la société. Et puis il est resté là-dessus. Mais aujourd'hui, ça va trop vite pour lui. Voilà. Aujourd'hui, il comprend plus rien. Déjà, ça allait vite dans la pub à cette époque-là, et c'était une insouciance. Moi, je me souviens de gens que je connaissais qui travaillaient dans une grosse agence de publicité. Ils arrivaient le matin, ils mettaient un dossier sur la table, ils accrochaient leur manteau sur un porte-manteau, et ils allaient au cinéma toute la journée. Personne ne leur demandait rien. Ah, et ça a changé. Ça a beaucoup changé de ce côté-là. Et donc, il y a aussi c'est cette femme qui va arriver, et cette femme a eu un accident de trottinette. Et ça, c'est aussi quelque chose de très actuel. Voilà. Donc, elle était sur une trottinette. Ils étaient 3 sur la trottinette. Oui. Et on en voit beaucoup dans les rues. Voilà. Elle a grillé le feu vert, ce qui est normal. Oui. Et sauf qu'il y a un connard qui a grillé le feu. Donc, qui est passé au vert, lui. Donc, elle a renversé sa trottinette et les 3 se sont retrouvés à l'hôpital. Donc, cette femme, Janine, la Virginie, donc l'ancienne maîtresse, la nouvelle femme, et 2 autres personnes qui vont arriver également successivement, donc au fond du trou, dans ce caveau de famille. Il faut savoir que la trottinette telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a rien à voir avec la patinette pour les enfants, c'est sûr, qui était en bois ou avec une armature en métal, et qui a été un jouet qui s'est vendu dans les années 50 et qui avait déjà une petite pédale, mais c'était minuscule. Ça n'a rien à voir, effectivement. Et là, c'est aussi quelque chose, ça c'est le journaliste qui parle par rapport à notre société. Voilà, en fait, effectivement, c'est une pièce sur la société et sur les générations, le choc des générations. Il y a Janine, donc Janine et Albert, ils sont de la génération 68 les baby-boomers. Virginie, la jeune épouse, donc, elle, génération, elle a une quarantaine d'années. Et puis, vont arriver après, donc, le fils de ce couple, on en parlera peut-être après, et puis en dernier va arriver Kevin, qui est un jeune étudiant noir, et qui a épousé finalement la deuxième épouse. Vous voyez, donc ils ont Virginie a 25 ans de moins qu'Albert qu'elle a épousé, et quand Albert est mort, Virginie a épousé un garçon qui était son élève, elle était prof, qui a 25 ans de moins. Tiens, ça rappelle quelque chose, ça. Voilà, exactement. Donc il y a un choc de génération qui est absolument incroyable. C'est ce qu'on appelle une famille très recomposée. Très recomposée et même décomposée un peu quand même. Oui. Ouais. En même temps, c'est aussi un phénomène nouveau. Et là encore, c'est le journaliste qui parle. Les familles recomposées, c'est un phénomène assez récent aussi. Complètement, mais Albert, malgré tout, il est complètement perdu. À un moment donné, il dit, mais ça allait trop loin. C'est-à-dire que finalement, nous, on était en liberté totale, etc. Ça allait trop loin. Aujourd'hui, le fils de ma première femme est devenu la fille de ma deuxième femme, qui aurait pu être, qui était ma compagne, mais qui aurait pu être ma fille, et qui après a épousé Kevin, qui aurait pu être son fils, et qui est devenu le frère de mon fils, qui est devenu le compagnon. Enfin, c'est un micmac incroyable. Voilà. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la réalité, et c'est voilà. C'est la base d'un vaudeville, effectivement. Exactement. Et d'ailleurs, moi je me souviens d'Hervé Bazin qui était devenu papa à 80 ans, oui, en naissance. Je l'ai connu avec son fils. Oui. Ouais, et son fils est devenu grand-oncle à sa naissance. Oui, c'est assez étonnant. Alors, il y a effectivement un 5e personnage, et là, vous jouez la carte ultra moderne d'aujourd'hui. Alors, le personnage de Jacqueline, je pense. Oui. Voilà. Donc, effectivement, il y a une jeune fille, donc, premier accident de trottinette, arrive Virginie, donc l'ancienne maîtresse devenue l'épouse, et arrive ensuite une deuxième victime d'accident de trottinette, c'est Jacqueline. Et Janine, donc la mère, elle ne le connaît pas, mais c'est qui celle-là? Et c'est Jacqueline, mais tu la reconnais pas? Mais regarde un peu, il y a un petit air de... Et en fait, elle va découvrir que c'est son fils, Jacques, qui est devenu Jacqueline. Alors là, évidemment, ça se prête à des échanges absolument incroyables et truculents, parce que elle comprend pas. Je veux dire, mais pourquoi tu t'es pas resté un garçon? Mais t'étais très bien un garçon. Ils t'ont coupé le zizi. Qu'est-ce que t'en as fait? Enfin, voilà, il y a tout un. Et puis après, elle va finir par comprendre cette démarche. Pourquoi Jacques est devenu Jacqueline. Et pour jouer ce rôle, vous avez choisi Miss Trans 2020. Alors, c'est pas une Miss France, c'est une. Miss Trans. Oui, Miss Trans. Oui. Miss Trans. Oui. Et je crois que ça c'est très important, c'est-à-dire que il fallait pas tomber dans une caricature, dans un comédien qui aurait interprété une comédienne, et Ayla, donc Chanel, qui interprète le rôle, est effectivement une jeune femme qui est une transgenre.
et qui l'assume et qui est formidable dans le rôle et qui est très émouvante parce qu'elle raconte un peu son histoire. En même temps, jouer tous ces personnages, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que, encore une fois, personne ne l'a fait au théâtre, ce genre de choses. C'est vrai que c'est... Et je suis très attaché, en fait, au fait que toutes les générations arrivent avec leur point de vue, avec leurs idées, le choc de ces générations-là. Et derrière cette comédie, il y a quand même le sens sur notre société, l'évolution. C'est-à-dire, mai 68, est-ce que mai 68, qu'est-ce que ça a produit? Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une dérive totale? Est-ce qu'on va dans le mur? Est-ce qu'au contraire, c'est une évolution normale? C'est ça qui est intéressant. La comédie permet de raconter, de dire tout ça, de dire des choses. Et je crois qu'on dit dans cette comédie des choses qu'on n'ose plus dire. Alors, et effectivement, quand on les dit, on prend les réseaux sociaux sur la figure. Ah, exactement. On prend les réseaux sociaux, mais aussi on dit des choses dans lesquelles beaucoup de gens se reconnaissent, beaucoup de monde se reconnaît. Exactement. Enfin, vous êtes tellement habitué à recevoir les réseaux sociaux depuis des années que c'est pas un problème pour vous. Alors, si cette comédie aussi est née, c'est qu'il y a eu un producteur, et cette production, on va l'évoquer à travers une chanson. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà. Vous connaissez l'origine de cette chanson, Patrick Monet? Non. En fait, c'est un jour à ses débuts, Charles Aznavour fait un concert en Belgique où il y a un vieux monsieur comme ça qui est là depuis 30 ans et qui a exactement le personnage qu'il va décrire dans cette chanson. Et un jour, sortant de scène, il enlève son veston, il fait un triomphe, et c'est comme ça qu'ensuite il a terminé toujours ses premières parties en enlevant son veston et en sortant de scène de dos avec cette chanson. Formidable. Alors, je me voyais déjà aussi, c'est un producteur ami, parce que finalement, il a fallu créer cette comédie une fois qu'elle était écrite. Oui, alors je voyais déjà, en plus, le nom de sa société de spectacle vivant s'appelle Je voyais déjà. Et c'est un jeune qui n'a pas 40 ans, qui est à côté à une société donc dans la communication, qui réalise beaucoup de publicité. Et qui est passionné de théâtre vivant, et qui a adoré la pièce. Il m'a dit j'adore cette pièce, ça m'a rassuré parce que c'est un jeune, donc je lui ai dit c'est une pièce donc qui peut s'adresser aussi à des jeunes, et il a sauté le pas et il a appris ce métier. Au départ, on avait envisagé donc qu'il soit producteur simplement financier, et on avait trouvé un producteur exécutif, et après il s'est dit moi je me sens de la produire, et il s'en sort extrêmement bien, et les comédiens sont totalement charmés par ce garçon qui s'appelle Charles Hennequin, et je crois qu'il ira très très loin. Alors, il se trouve aussi que pour vous, c'est un nouvel univers, découvrir des comédiens, travailler avec Marie Vincent, Pierre Denis, Jeanne Savary ou Ella Chanel, c'est tout à fait nouveau pour vous. Alors, c'est nouveau pour moi, mais la personne qui est en contact avec les comédiens, qui les a notamment trouvés, c'est le metteur en scène. Olivier Masset, qui est un metteur en scène qui a une très grande expérience, qui a beaucoup de talent, et c'est lui en fait qui a proposé en fonction des rôles des comédiens, qui sont des personnes qui vont incarner ce rôle d'une très belle façon. Alors dans ce spectacle, il y a beaucoup de rire, mais le rire finalement, ça permet de dominer ses peurs dans notre société d'aujourd'hui. Le rire, ça permet surtout de dire certaines choses. Je pense qu'il y a des répliques, il y a des dialogues. Si c'était ici, cette émission, sans le contexte, on se tuerait, on s'écharperait. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très très violent les débats. Et là, on est dans une comédie. Les gens viennent au théâtre, ils savent que c'est une comédie, et c'est une façon. Ça a toujours été ça, hein, Molière. Depuis toujours, la comédie, c'est une façon de dire la vérité qu'on ne peut plus dire, ou qu'on n'ose pas dire. Il y a un journaliste qui est devenu un grand auteur de théâtre, c'est Francis Weber, qui a débuté à RTL, et à l'époque il a réussi une performance, il a fait à la radio, il a fait le striptease d'une fille à Cannes pendant le festival, elle l'a fait à la radio en l'écrivant, c'était assez drôle. Alors, est-ce que pour vous c'est une nouvelle aventure, une nouvelle voie, Patrick Monet? Alors d'abord, c'est une nouvelle aventure, parce que la télévision c'est compliqué. Le journalisme c'est parfois risqué, la télévision c'est compliqué. Là, c'est encore autre chose. Je vous allez comprendre en 2 minutes. À l'origine, la comédienne qui devait faire Janine, c'était donc la comédienne qui devait incarner le rôle principal, c'était Marie Vincent. Et Marie Vincent a eu un petit problème de santé
pendant les répétitions, et on a dû donc la remplacer. On a reculé de 15 jours le début des répétitions, et on a dû donc trouver une autre comédienne pour incarner, et donc c'est quelque chose de, voilà, le spectacle vivant, c'est vraiment un spectacle vivant avec véritablement ce genre de choses qu'il faut gérer. Et là, même l'auteur est là aux répétitions, peut changer des phrases, peut changer des formules. Alors je suis pas là à toute répétition parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait perturber peut-être les comédiens, mais à beaucoup de répétitions, et c'est un vrai dialogue constant avec le metteur en scène. Et de toute façon, de nous-mêmes, on se rend compte des phrases qui passent pas, des longueurs. C'est intéressant. La comédie n'est pas écrite lorsque on la remet entre les mains du metteur en scène. Elle évolue. Oui, mais ça, vous la faites évoluer aussi à votre façon. Exactement. Alors, les horaires sont très particuliers. C'est-à-dire jusqu'au 1er mai, c'est à 19h30, à 21h15 le vendredi, à 16h30 le samedi dimanche. Il y a des horaires très différents. Ça aussi, c'est le théâtre d'aujourd'hui. Alors, exactement. Il y a une personne que je n'ai jamais vue, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup compté, qui s'appelle Louis-Michel Collat, qui est le directeur et propriétaire de 2 théâtres importants à Paris. Et il m'appelait un lundi matin, lundi de Pâques, en me disant, écoutez, j'ai lu votre pièce, ça a été arrivé jusqu'à lui, et j'ai trouvé formidable. Et il m'a parlé de plein de choses, et notamment, il m'a dit, vous savez, il faut regarder les horaires, ça évolue beaucoup, le théâtre. Et c'est lui qui m'a conseillé, notamment, des horaires comme ceci en fin de semaine, et le samedi et le dimanche après-midi, parce que ce sont des très bons horaires où véritablement les gens viennent au théâtre. Eh ben, nous serons nombreux, j'espère, à se retrouver à la scène parisienne pour ce spectacle En attendant Albert, que vous avez écrit, une reconversion avant d'autres choses, peut-être, parce que vous n'allez pas vous arrêter comme ça. Oui, ou une deuxième peut-être derrière. Exactement. Merci Patrick Monet, tous nos vœux de succès. Merci à vous. Et continuez ainsi. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.